Monsieur le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le doyen du corps diplomatique par intérim, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et post-consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées au Mali, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples préoccupations et vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à la primature pour une séance d'échange sur les orientations et les choix du gouvernement du Mali. Avant tout propos, je voudrais commencer par saluer et encourager les forces armées maliennes, nos forces de défense et de sécurité, pour leur bravoure et leur engagement au combat sur le terrain. Je leur dis que les victoires militaires éclatantes, les victoires tactiques et les victoires opérationnelles engagées ces dernières semaines et ces derniers jours remplissent légitimement les Maliens et Maliennes de fierté et d'espoir. Je salue l'engagement aux côtés des forces armées maliennes, de leurs frères d'armes, des forces internationales. Je voudrais enfin vous inviter, mesdames et messieurs, à prier avec moi à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, maliennes et étrangères, tombées en terre africaine du Mali. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Mesdames et messieurs, notre rencontre de cet après-midi s'inscrit dans la forte tradition de dialogue et de concertation qui caractérise les relations que le Mali entretient avec chacun des pays et organisations que vous représentez ici. Au-delà des échanges bilatéraux directs que nous avons eus au quotidien, le gouvernement se fait le devoir de rencontrer chaque fois que de besoin, sous forme de réunions d'information ou d'échanges autour des sujets d'intérêt commun dont l'objectif ultime est de renforcer la compréhension mutuelle. L'action diplomatique du Mali, mesdames et messieurs, repose, comme vous le savez, sur la coopération, la solidarité, l'entraide, la compréhension mutuelle, le bon voisinage. Ces principes se nourrissent à la source vivifiante du dialogue fécond et constant que nous entretenons avec tous les pays amis et organisations partenaires. J'insiste bien volontiers sur les vertus du dialogue et de la concertation, que nous souhaitons toujours plus fluides, dynamiques, constructifs, tant avec les partenaires bilatéraux que les organisations sous-régionales, continentales et internationales. C'est dans cet esprit que depuis la mise en place du gouvernement, le 11 juin 2021, nous avons reçu ici plusieurs délégations de la CEDEAO, la visite du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, plusieurs missions de structures relevantes des Nations unies et tout récemment la visite du président de la Commission de l'Union africaine. C'est également dans cet esprit que nous dialoguons localement et régulièrement avec le comité local de suivi de la transition et que je vous ai rencontré, vous, du corps diplomatique, le jeudi 9 septembre 2021, après l'adoption par le Conseil national de transition du plan d'action gouvernemental 2021-2022, afin d'échanger avec vous sur les priorités contenues dans le dit plan. Autant l'adoption du plan d'action gouvernemental a marqué une étape décisive dans le déroulement de la transition depuis la rectification de sa trajectoire intervenue le 24 mai 2021, autant la tenue des Assises nationales de la refondation du 27 au 30 décembre 2021 consacre une nouvelle phase dans la vie de notre nation et dans la démarche et la marche de la transition. Il se trouve également que notre union de ce jour se tient dans le contexte diplomatique et politique sous-régional que vous connaissez bien, un contexte marqué par les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO à l'encontre de notre pays, le Mali, victime d'une triple crise sécuritaire, politique, institutionnelle et sanitaire liée à la Covid. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations internationales,
Je considère l'étape actuelle de nos relations avec la CEDEAO, dont le Mali est membre fondateur, comme la résultante d'une brouille passagère, comme cela peut arriver entre les membres d'une même famille, sans que cela altère irrémédiablement le substrat de leurs relations. Ce qui nous unit à la CEDEAO est en effet bien plus fort que la conjoncture politique et transcende les vicissitudes du moment, car la vocation du Mali, c'est l'Afrique, son unité, son intégration politique et économique. L'engagement panafricain est une constante qui habite notre pays depuis son indépendance. Il est gravé dans le marbre à travers toutes les constitutions dont le Mali s'est doté depuis le 22 septembre 1960, date officielle de la proclamation de la République du Mali en tant qu'État indépendant et souverain. Toutefois, ce qui nous oppose aujourd'hui à la CEDEAO, en ce moment, c'est la différence de grille de lecture de la transition politique en cours au Mali, notamment sur ses spécificités, sur ses défis et ses enjeux, qui la différencient de beaucoup de processus politiques similaires en cours en Afrique. Ce qui nous oppose à la CEDEAO, c'est le prisme simpliste d'analyse qui ne tient pas compte de notre point de vue, ni de l'aspiration profonde du peuple malien au changement et à la stabilité, ni à la complexité de la crise multidimensionnelle qui affecte le Mali depuis plus d'une décennie. Ce qui nous oppose à la CEDEAO, c'est cette volonté acharnée, sous le couvert de la préservation de l'ordre institutionnel, de certains chefs d'État, de vouloir vassaliser le peuple malien pour le compte de l'agenda caché de puissances extra-africaines, profitant du fait qu'aujourd'hui, l'État malien est affaibli, ébranlé dans ses fondements et se trouve à terre pour des raisons sur lesquelles il n'est nul besoin de revenir, car suffisamment connu de tous les observateurs avisés. Nous ne laisserons jamais de le répéter. La transition malienne n'est pas le fruit d'une prise de pouvoir classique de la part des militaires ayant fait irruption par effraction sur la scène politique, par attrait du pouvoir. Non et non. La transition malienne est le couronnement d'un soulèvement populaire qui a mobilisé le peuple dans la rue des mois durant pour exiger la fin de la dérive et l'abîme dans lesquels la mauvaise gouvernance, la corruption, l'impunité et l'impasse sécuritaire ont fini par plonger notre pays, menacé de dislocation, sinon de disparition en tant que nation, en tant qu'État indépendant et souverain. Pour ce faire, le peuple a usé de son droit constitutionnel à la désobéissance civile prévue par l'article 121 de notre Constitution. Il a protesté dans les rues, à travers des rassemblements grandioses, dans toutes les villes du Mali et au sein de la diaspora, des manifestations organisées par les forces du changement, réunies au sein du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, le M5-RFP. Pendant le soulèvement populaire, qui a duré des mois, des manifestants aux mains nues ont été tués à Kaï, à Bamako, y compris dans les lieux de culte, en passant par Sikasso, à travers un usage disproportionné et frauduleux de la force publique, notamment l'utilisation d'unités de la force spéciale antiterroriste, qui n'ont pas vocation à maintenir l'ordre. Les jeunes officiers patriotes, qui, au risque de leur vie, ont mis fin à la dérive et à l'imminence d'une situation de guerre civile, dès le lendemain du changement de régime le 18 août 2021, ont dit haut et fort avoir parachevé la lutte héroïque du peuple malien. Ils ont su fédérer autour d'eux l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi que les forces vives de la nation, autour d'un seul objectif: sauver le Mali du chaos. Pour montrer leur bonne foi et fait inédit dans l'histoire, ils ont maintenu en l'état la constitution en vigueur. Ce n'est arrivé nulle part en Afrique jusqu'à présent. Constitution qui a été complétée par la charte de la transition, issue des concertations des forces vives de la nation, tenue en septembre 2020. Dans ces conditions, nous ne cesserons jamais de le dire. On ne peut pas ramener raisonnablement la transition malienne, sauf à être dans une approche réductrice, parcellaire et binaire, à la tenue seulement et uniquement d'élections, en occultant le fait que depuis 1992,
notre pays a régulièrement organisé divers scrutins qui ne l'ont pourtant pas épargné des ruptures à répétition de l'ordre constitutionnel. Et surtout, en occultant que la grave crise politique, sociale et sécuritaire qui a conduit à la démission du président de la République, de l'ancien président de la République, en 2020, paix à son âme, était née justement de la crise politique, celle des législatives de mars-avril 2020, illustration magistrale des limites et des déficiences qui caractérisent la gouvernance électorale dans notre pays. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, que l'élection présidentielle de 2018 a débouché, elle aussi, sur une longue crise post-électorale, qui n'est pas sans rappeler les contestations de l'élection présidentielle de 1997 et le rejet par la rue de la tentative de réforme constitutionnelle en 2017. Ces différents épisodes électoraux, mesdames et messieurs, démontrent à suffisance le besoin de mener des réformes politiques institutionnelles substantielles pour rendre à l'avenir les processus électoraux les moins contestables au Mali et pour renforcer la stabilité et la légitimité des institutions constitutionnelles. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, la question des réformes politiques est une question fondamentale et un enjeu de stabilité et de survie pour le Mali. De la même manière, la lutte contre la corruption et l'impunité, ainsi que le retour des minimums de sécurité sont des nécessités vitales pour le Mali. Ces priorités sont au cœur de la vision de refondation de l'État et de l'amorce du Mali nouveau, le Mali Kura, comme on le dit chez nous, vision résolument portée par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta. Le gouvernement, fidèle à cette vision du chef de l'État, a soumis à la CEDEAO, à sa demande, le 31 décembre 2021, c'est-à-dire dès la fin des assises de la refondation de l'État, un chronogramme qui reflète l'aspiration de notre peuple au changement et sa volonté de faire de la transition en cours une transition de rupture et de refondation, et non juste une transition électorale, voire électoraliste. Au passage, je rends hommage au peuple malien qui s'est pleinement approprié les assises nationales de refondation. Nos compatriotes ont fait un grand mouvement, en ont fait un grand moment de sursaut national, d'échange, de rassemblement et d'espérance nouvelle au regard de leur caractère holistique, inclusif et de leurs recommandations centrées sur la prospective, le renouveau de l'État et sa gouvernance globale. En recevant le projet de chronogramme qu'elle n'a eu cesse de réclamer avec insistance, la CEDEAO, sans mener aucune consultation avec le Mali, a préféré lui imposer des sanctions punitives. Je le répète ici, avec force, les sanctions prises à l'encontre de notre pays sont illégales et illégitimes parce qu'elles ne sont prévues par aucun texte pertinent de l'organisation. En droit, une telle attitude de déni de légalité n'est ni plus moins que le fait du prince. Au lieu d'ouvrir le dialogue autour des propositions formulées par le Mali, il a été décrété des mesures injustes et sauvages dont l'objectif est d'asphyxier le Mali, de le présenter comme un paria parmi les nations sœurs, avec l'objectif inavoué et inavouable, à court terme, d'asphyxier l'économie, afin d'aboutir pour le compte de qui l'on sait, et par procuration, à la déstabilisation et au renversement des institutions de la transition. Au rang de ces mesures figure la fermeture des frontières, qu'aucune disposition des textes de la CEDEAO ne prévoit expressément, qu'il s'agisse du traité de la CEDEAO, du protocole additionnel du 21 décembre 2001 sur la gouvernance et la démocratie, ou de l'acte additionnel du 17 février 2012 portant régime des sanctions. D'autres mesures économiques et financières ont été prises en violation du traité de la CEDEAO et de l'article 4 des statuts de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest qui stipule, je cite, « Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions qui lui sont conférées par le traité de l'UEMOA et par les présents statuts, la Banque centrale, ses organes, un membre quelconque de ses organes ou de son personnel ne peuvent solliciter ni recevoir des directives ou des instructions
ou organes, des instructions, des institutions ou organes communautaires, des gouvernements, des États membres de l'UEMOA, de tout organisme ou de toute autre personne. Fin de citation. C'est suffisamment éloquent. Outre les violations graves du droit communautaire, les sanctions de la CEDEAO violent également le droit international, en particulier certains instruments juridiques internationaux pertinents. En effet, la Convention relative au commerce du transit des États sans littoral de 1966 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui fixe le principe de la liberté d'accès à la mer pour les États dépourvus de littoral comme le Mali. Notre pays a adhéré aux deux conventions, respectivement le 11 octobre 1967 et le 16 juillet 1985. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de m'appesantir sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, pour vous donner lecture de l'extrait de la déclaration faite par mon pays, le Mali, au moment où il a posé sa signature le 16 juillet 1985. Je cite: en procédant à la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la République du Mali reste convaincue de l'interdépendance des intérêts de tous les peuples, comme la nécessité de fonder la coopération internationale sur notamment le respect mutuel, la légalité, la solidarité à l'échelle mondiale, régionale et sous-régionale, le bon voisinage entre États. Elle réitère sa déclaration du 30 avril 1982 en réaffirmant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à la négociation et à l'adoption de laquelle le gouvernement du Mali a participé de bonne foi, constitue un instrument juridique international perfectible. Au demeurant, la signature de la dite convention ne porte préjudice à aucun autre instrument conclu ou à conclure par la République du Mali en vue de l'amélioration de sa situation d'État géographiquement désenfantagé et enclavé. De même, ne sont pas préjugés les éléments éventuels d'une position que le gouvernement de la République du Mali jugerait nécessaire de définir vis-à-vis de toute question de droit de la mer en application de l'article 310. En tout état de cause, la présente signature n'exerce aucune influence sur les orientations de la politique extérieure du Mali et sur les droits qu'il tire de sa souveraineté, conformément à la Constitution ou à la Charte des Nations Unies et à toute autre norme pertinente du droit international. Fin de citation. Jugez vous-même. Voilà la déclaration, mesdames, messieurs, faite par l'État malien au moment de la signature de la Convention sur le droit de la mer en 1987. C'est fort de ces principes et conscient qu'en usant du fait de prince, la CEDEAO et ses États membres, dont l'excès dans l'abus de droit que le gouvernement du Mali a déclaré après l'élaboration le plan de riposte pour la sauvegarde de la souveraineté et de la préservation de l'intégrité du territoire national. Plan de riposte adopté par le Conseil supérieur de défense, tenu sous la haute présidence du président de la transition le 14 janvier 2022. Je m'empresse de vous rassurer que le Mali demeure une terre de dialogue. Notre pays et notre peuple, profondément pacifistes et tolérants, n'entendent engager le bras de fer avec aucun État, ni avec aucune institution, surtout pas avec les peuples frères de la sous-région, avec lesquels il est lié par un destin commun, par l'histoire et la géographie. Toutefois, je dois ajouter que le peuple malien s'est mobilisé le 14 janvier, massivement, le 14 janvier 2022, comme un seul homme, comme jamais auparavant, avec près de 4 millions de personnes dans toutes les villes du pays et de la diaspora. Ce peuple a le sens de l'histoire, de la résilience, de la résistance. Notre peuple a prouvé chaque fois que la nation s'est trouvée menacée ou attaquée dans son honneur, dans sa dignité, son indépendance, son unité, son intégrité territoriale et dans sa souveraineté. Le Mali, notre chère patrie, est héritier des 3 grands empires qui ont façonné l'Afrique de l'Ouest au fil des siècles. Les empires du Ghana, du Mali, du Songhai. Faut-il le rappeler, l'islam, religion de paix, de tolérance et de concorde, s'est diffusé en Afrique de l'Ouest à travers le territoire du Mali, il y a de cela plus de 1000 ans. Héritiers de ces grands pays, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. En recevant le président de la Commission de l'Union africaine le 25 janvier 2022,
notre frère Moussa Faki Mahamat, le président de la transition et moi-même, lui avons exprimé la totale disponibilité du Mali au dialogue avec la CEDEAO. Je le remercie au passage, ainsi que l'Union africaine, pour leurs efforts de bons offices. Je remercie également tous les peuples africains, y compris ceux de la CEDEAO, qui nous ont exprimé leur soutien et leur solidarité face aux sanctions injustes et inhumaines. Mesdames et messieurs, je voudrais ici, de façon solennelle, exprimer la gratitude de notre peuple et de notre gouvernement à la République sœur de Guinée, à la République islamique de Mauritanie, à la République algérienne démocratique et populaire, tous des pays frères et voisins dont la solidarité agissante avec le Mali démontre que nous ne serons jamais isolés, que nous ne serons jamais seuls. Je remercie également tous les peuples africains, ici, sur le continent et au sein de la diaspora, qui, à travers leur mobilisation et leur message de soutien, ont démontré à la face du monde que le combat du Mali pour la dignité et la souveraineté est aussi leur combat à eux, le combat de l'Afrique, que le Mali n'est pas et ne sera jamais isolé. Mesdames et messieurs, du haut de cette tribune, je voudrais affirmer très clairement, ici et maintenant, que la République du Mali, les autorités de la transition, n'ont aucune intention de s'isoler de leurs partenaires, comme le prétend si malicieusement, ça et là, de la part de ceux qui se sont donnés pour mission de les combattre, de les déstabiliser, au moment même où notre armée engrave sur le théâtre des opérations des victoires indéniables contre les groupes armés terroristes. Je reviendrai dans les débats sur les résultats de ces derniers mois et vous verrez que c'est des résultats spectaculaires, jamais atteints depuis plus de 30 ans et plus de 10 ans que nous luttons contre le terrorisme. En détruisant des bases et des sanctuaires terroristes, en les neutralisant par centaines, en en capturant des dizaines, en récupérant sur eux des armes de tout genre, dont certains avaient été saisis sur l'armée malienne il y a de cela quelques mois et quelques années. Le Mali, mesdames et messieurs, est une digue pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest, que personne ne s'y méprenne. Le Mali mérite la solidarité et non des sanctions dans la lutte contre le terrorisme, contre les défis climatiques, économiques et sanitaires. Perdre cela de vue relève soit de l'hérésie, soit d'un agenda de déstabilisation dont on essaie à qui il va profiter. En tout cas, pas aux Maliens ni aux Africains. Le Mali n'est et ne sera jamais dans une attitude belliqueuse ou d'affrontement avec la communauté internationale. Notre pays, notre gouvernement, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, ont décidé tout simplement d'opérer des choix stratégiques, de prendre des options courageuses et patriotiques pour restaurer la sécurité, pour restituer au peuple malien sa dignité et son honneur bafoués, à notre pays sa grandeur d'antan mise sous le boisseau par les errements du passé. Ce changement de paradigme s'est imposé à nous au regard du quotidien tragique de notre population qui souffre le martyre depuis 2012 du fait de l'insécurité, du terrorisme et des tensions intercommunautaires. Le changement de paradigme sécuritaire nous est dicté et enseigné par les exemples récents de la géopolitique, comme ce qu'il s'est passé en Afghanistan, où la lassitude et l'impuissance de la communauté internationale, après 20 ans de présence militaire, ont fini par mettre les Afghans devant leur triste sort. Nous, autorités de la transition malienne et le peuple malien, avons tous en mémoire les images de ces Afghans accrochés avec l'énergie du désespoir au train d'atterrissage des avions voulant abandonner leur pays, malgré 2 décennies de démocratie électorale et de sécurité artificielle, pourtant largement soutenues par les troupes internationales. L'expérience de ce pays prouve bien que l'élection à elle seule ne suffit pas pour asseoir la démocratie. Elle est une condition essentielle, mais pas suffisante. Mesdames et messieurs, nous avons aussi en mémoire ce qu'il est advenu
en Libye en 2011. Un pays naguère stable et prospère, dont, sous le couvert de l'instauration de la démocratie, la dislocation voulue, planifiée et exécutée par des pays disposant de responsabilités internationales au sein du Conseil de sécurité de l'ONU est intervenue pendant que les Nations Unies prônaient la protection des civils et la création de zones d'exclusion aérienne à Benghazi à travers la résolution 1972 du 17 mars 2011. On connaît la suite de l'effondrement de ce grand pays, qui est unanimement reconnu comme l'une des causes principales de l'instabilité et de l'implantation des mouvements séparatistes et terroristes au Mali et dans le Sahel. Le peuple malien, les autorités actuelles ont aussi en mémoire l'interdiction faite en 2013 par les autorités françaises à l'armée malienne d'occuper une partie du territoire national en violation flagrante de l'esprit et de la lettre du 9 janvier 2013, adressée par laquelle le gouvernement malien demandait au gouvernement français une intervention aérienne immédiate à fournir à l'armée malienne en appui aérien et en renseignement pour stopper l'avancée des terroristes. L'on se rappelle en effet que cette intervention, après avoir aidé en un premier temps à repousser les groupes terroristes, après les grandes festivités au Mali, où le président français a déclaré que c'était le plus beau jour de son parcours politique, que la France payait une dette, accueilli partout dans les villes maliennes comme un héros, où les Maliens ont tourné la page de tous les contentieux qui nous ont opposés à la France depuis la traite négrière jusqu'à l'indépendance. Le peuple malien avait tourné cette page-là ce jour-là. Après 7 ans d'allégresse, l'intervention s'est mise en un deuxième temps en une opération de partition de fait du Mali qui a consisté à la sanctuarisation d'une partie de notre territoire Mali, de nos territoires, où les terroristes ont eu le temps de se réfugier et se réorganiser pour revenir en force à partir de 2014. Enfin, mesdames et messieurs, nous gardons en mémoire les récents événements en cours, au cours desquels un avion militaire français, sans aucune autorisation de survol, pénètre sur nos territoires, transpondeurs et systèmes de radiocommunication éteints. Il dépose on ne sait quoi avant de repartir vers un pays de la CEDEAO dont les dirigeants font montre d'hostilité à l'égard du Mali et d'où il était venu en violation de l'embargo décrété, sur commande de qui on sait, contre notre pays par nos frères africains. Que dire du dernier malentendu entre le Mali et son partenaire danois, qui, malgré les termes clairs de la lettre d'invitation du gouvernement malien en date du 20 mars 2020, s'est laissé induire en erreur par les autorités françaises en voulant imposer, sans accord préalable avec le gouvernement malien, la présence de son contingent au sein de la force Takuba. Ne parlons même pas du scandale de cet avion militaire des forces internationales qui opère pendant des heures de vol d'espionnage au-dessus de nos bases militaires en construction. Pris la main dans le sac en flagrant délit de violation de leur mission officielle, le commandant militaire qui a orchestré cet acte digne d'un film hollywoodien n'a donné comme explication que des ordres venus d'une puissance étrangère qui, en principe, n'est pas censée donner des ordres aux forces internationales de la MINUSMA. Mesdames et messieurs, les représentants du corps diplomatique, le 25 septembre 2021, j'ai dressé à la tribune des Nations Unies à New York le constat de l'inadéquation du mode d'action des forces internationales, si massivement présentes dans notre territoire, et l'extrême vulnérabilité des Maliens face aux agissements des groupes terroristes. Ce qui explique en partie le développement de jour en jour dans l'opinion publique malienne, le sentiment que la présence massive des forces étrangères et la multiplication des opérations militaires, Serval, MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, EUTM, EUCAP, etc., ainsi que l'accroissement exponentiel de leurs effectifs, était inversement proportionnel à l'expansion du terrorisme, avec des exterminations de masse des populations
de villages entiers rayés de la carte du Mali. Le dernier épisode tragique des tueries de masse s'est produit le 3 décembre 2021 à Songo, dans le centre, suite à l'effroyable barbarie contre les civils, des forains, dont des femmes et des enfants brûlés vifs dans le car qui les transportait vers le marché forain de Bandiagara. Un bus de transport que leurs bourreaux ont transformé en un enfer, dans une déshumanité répugnante. Une telle cruauté, mesdames et messieurs, est intervenue après les massacres en 2019, 2020, d'Ogosago, de Sobanda, de Kolongo, de Kourou, etc., a pu se dérouler alors même que les forces internationales sont stationnées dans les régions du nord et du centre, opérant souvent à quelques kilomètres des lieux de massacre. Aucun mandat, je dis bien aucun mandat, ni aucune limitation des règles d'engagement ne devrait restreindre ou empêcher la faculté d'agir pour n'importe quelle force conventionnelle lorsqu'il s'agit d'assurer la protection des citoyens. Je rappelle, mesdames, messieurs, que la résolution 2100 du 25 avril 2013, établissant la MINUSMA, avait qualifié la situation au Mali de menace pour la sécurité et la paix internationale et a décidé en conséquence d'agir. Dans son paragraphe 6, la résolution 2100 a fixé comme mandat initial à la MINUSMA, entre autres, d'appuyer les autorités de la transition pour stabiliser la situation dans les principales agglomérations, en particulier dans le nord, et dans ce contexte, écarter les menaces et prendre activement les dispositions afin d'empêcher le retour d'éléments armés dans ces zones. Ça se passe de commentaires. Et plus tard, quand on massacre des populations, on nous dit que le mandat de la MINUSMA, ce n'est pas de faire la guerre, mais c'est de maintenir la paix. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, il va sans dire que nous avons décidé, le gouvernement actuel, de tirer les leçons et toutes les leçons de ce qui précède et de nous donner désormais les moyens de protéger les Maliennes et Maliens. C'est de notre responsabilité. C'est notre responsabilité première. Ce choix patriotique que nous assumons pleinement nous vaut aujourd'hui des menaces, des invectives, des pressions politiques et diplomatiques, économiques et financières de la part de certains partenaires qui ne conçoivent le partenariat que dans le sens de leurs intérêts exclusifs et de leur vision de l'organisation de l'État, qui estiment que c'est à eux, mais pas au peuple malien, de décider d'avoir à la tête du pays les dirigeants qu'il veut et qui font son bonheur. Pour nous, mesdames et messieurs, le partenariat, c'est l'écoute mutuelle, c'est le respect mutuel, c'est agir ensemble, c'est travailler de concert sur les objectifs communs au bénéfice mutuel de nos pays et de nos peuples respectifs. Le partenariat, pour nous, c'est la non-immixtion, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le respect plein et entier de sa souveraineté et de son indépendance. Le partenariat, pour nous, ce n'est pas de nous donner des injonctions, des leçons, mais de se parler en faisant preuve d'écoute mutuelle pour comprendre et, si possible, prendre en compte nos préoccupations réciproques. Ces principes sacro-saints auxquels le Mali demeure fermement attaché n'ont, hélas, pas toujours été observés ni respectés ces derniers temps. Ils sont même mis à mal dans le moment présent par ceux qui se croient fondés à décider pour nous et à notre place. Quel sens donner aux décisions unilatérales d'un partenaire qui, faisant fi des accords bilatéraux vous liant, agit au mépris des accords qui astreignent les parties à l'obligation de coopération et de concertation sur les questions stratégiques et sur les choix opérationnels? Je le dis très clairement ici. Les décisions unilatérales, les annonces fracassantes, l'injure à la bouche, par voie de presse, pour afficher son hostilité face à un gouvernement que l'on veut déstabiliser parce qu'on ne l'a pas choisi comme par le passé, en le diabolisant, sont sans effet sur les dirigeants qui sont à la tête de l'État malien aujourd'hui. Des dirigeants qui ont le Mali et l'intérêt supérieur du peuple malien
chevillée au corps. Notre conception des relations internationales se fonde sur la coopération entre les États. Aujourd'hui, le Mali fait face à l'hostilité d'un partenaire qui donne la primauté à ses relais personnels, sinon ses intérêts personnels, à ses amitiés avec des individus au détriment des relations d'État à État. Un partenaire qui refuse de coopérer avec notre pays au motif inavoué que les dirigeants actuels à la tête du pays ne lui conviennent pas. On entend tout et son contraire sur la raison du départ de l'ambassadeur de France dont la présence au Mali, longtemps tolérée par notre gouvernement, a été discréditée par les déclarations et agissements impertinents de ses propres autorités. Des autorités qui n'ont pas hésité un seul instant à demander au gouvernement malien en février 2020, écoutez-moi bien, de rappeler illico presto son ambassadeur accrédité en France sur la base de simples déclarations que notre représentant a pu tenir au Sénat à l'invitation des sénateurs français sur le comportement peu orthodoxe de certains légionnaires français, j'allais dire des mercenaires, qui exerçaient au sein de la force Barkhane. Et depuis, le Mali n'a pas d'ambassadeur en France. Mesdames et messieurs, honorables représentants des missions internationales, le Mali comprend aisément les points de préoccupation que certains de ses partenaires peuvent avoir en raison de leur histoire propre ou des principes de leur politique étrangère. Notre gouvernement aussi comprend le principe automatique de solidarité qui guide les membres d'une même communauté régionale. Le Mali demeure en même temps confiant que rien ni personne ne voudra induire en erreur pour altérer notre jugement ou pour instrumentaliser les organisations tout à fait respectables ou des ONG dans un but qui ne reflète pas la noblesse et la pertinence de leur mandat. Le Mali réitère ici par ma voix sa disponibilité à poursuivre, à renforcer sa coopération bilatérale, privilégiant les canaux directs avec tous ses partenaires, sur la base de principes d'égalité, de respect mutuel et de réciprocité dans les relations internationales. Autant l'Afrique est notre famille naturelle, à nous Maliens, autant l'Europe demeure le continent le plus proche de nous au plan géographique, avec lequel nous avons développé, qu'il s'agisse de l'Union européenne ou des États membres, une coopération forte depuis plusieurs décennies. Une coopération exemplaire que les bruits passagers avec un État membre ne sauraient et ne devraient altérer. Autant nous revendiquons notre proximité historique avec l'Algérie, avec la Russie, l'ex-Union soviétique, la Chine, le Maroc, la Turquie, autant nous nous honorons de notre amitié avec les États-Unis d'Amérique, avec le Canada, avec l'Allemagne, avec le Brésil, avec Cuba ou le Venezuela. Le Mali, carrefour, berceau de civilisation millénaire, est une terre d'accueil et d'hospitalité, à la confluence des valeurs universelles, une terre de savoir et de mémoire qui commerçait avec le reste du monde, qui a établi dès le Moyen Âge les relations commerciales, diplomatiques avec les nations du Maghreb, du sud de l'Europe et d'Orient. Ce pays, le Mali, connaît les usages diplomatiques. C'est au nom de ces usages que nous avons demandé récemment à tous les pays désireux de se joindre à la force Takuba, de veiller désormais au respect des procédures juridiques qui encadrent le déploiement de leurs contingents, sans préjudice des relations privilégiées que le Mali entretient avec chacun d'eux, avec chacun des pays qui y participent. Outre l'invitation écrite par le président de la République, la procédure requiert l'agrément dûment délivré par le gouvernement du Mali. La procédure ainsi décrite s'applique uniquement aux unités en attente de déploiement. C'est le lieu de rassurer le gouvernement du Royaume du Danemark, pays avec lequel nous entretenons d'excellentes relations d'amitié et de coopération, de notre volonté de cheminer ensemble, de notre engagement à faire face aux défis du développement, de la paix et pour la promotion des valeurs de liberté et des droits de l'homme. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je voudrais à présent conclure
en remerciant tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui accompagnent le Mali dans ses efforts de stabilisation, de redressement et de développement. À travers vous, je donne l'assurance à vos gouvernements et à vos organisations respectives de la reconnaissance de notre peuple pour votre présence à nos côtés, de l'engagement indéfectible du président de la transition et du gouvernement à maintenir et à renforcer les liens d'amitié, de coopération qui nous unissent dans un esprit de bon voisinage, de solidarité agissante, de recherche de bénéfices et de respect mutuel. Le Mali tient au respect de ses engagements internationaux. Enfin, j'exhorte la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies et les organisations financières internationales à continuer à avoir une lecture objective et lucide de la situation complexe du Mali, afin de trouver les modalités de soutien et d'accompagnement pour une transition réussie qui tienne compte des besoins du Mali et de leurs exigences propres. Je vous remercie de votre aimable attention. Bien. Comme le disait l'autre, ce que l'on conçoit s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ce que je viens de vous dire, c'est le sentiment de l'écrasante majorité des Maliens. Vous prendrez n'importe quel citoyen, même ceux qui n'ont pas été à l'école, dans les langues nationales, ils vous tiendront le même discours. Ce n'est pas un discours fait contre quelqu'un, mais c'est un discours qui décrit la réalité de notre pays. Avant de nous séparer, je voudrais dire quelques mots sur une question qui préoccupe tout le monde. En fait, que tout le monde se pose. Vous savez, chez nous, on dit le premier besoin de l'homme, c'est la sécurité. Sans sécurité, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas de religion. Il n'y a absolument rien. C'est pour cela qu'on dit dans notre tradition que même un enfant, quand il vient au monde, la première des choses qu'il fait, c'est de crier. C'est pour savoir si le nouveau monde où il vient, est-ce qu'il est en sécurité. Et très souvent, quand il ne dit rien, ce n'est pas un bon signe. Beaucoup se disent, mais ce gouvernement qui se plaint de l'insécurité, sur lequel il doit concentrer l'essentiel de ses efforts, plus que ce qu'on appelle le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Ce gouvernement, quels sont les résultats qu'ils ont atteints? Et qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous donner quelques chiffres que j'ai demandés au service du ministère de la Défense. Quelques chiffres assez illustratifs. D'abord, depuis la dernière attaque de Songo, il n'y a plus d'attaque de tuerie massive au Mali. Sur les 350 000 réfugiés que notre pays connaissait récemment, 50 000 sont retournés chez eux aujourd'hui, volontairement. Pendant les 20 derniers jours, il y a 15 000 et 19 000 personnes qui sont retournées volontairement dans leur localité. Personne ne les a dit de retourner. Parce qu'en réalité, les gens sont des réfugiés parce qu'ils n'ont pas où aller. Ils sont dans le manque de tout et de leur terroir. Du 31 décembre 2021 au 31 janvier 2022, dans les régions centres, qui constituaient l'épicentre des actions terroristes, nous avons neutralisé 116 terroristes. Le matériel récupéré, des mitrailleuses, plusieurs, des véhicules de transport, des camions de transport, 50 motos, des barricades, 3000 litres de carburant, 75 téléphones portables, des Motorola y compris, des groupes électrogènes, des casques lourds, des sacs d'engrais 55 pour fabriquer les engins explosifs. Le matériel détruit 110 motos,
plus des dizaines de pick-up. Le bilan des activités du 15 décembre au 3 février 2022 dans la zone sud. Le 28 décembre, interpellation de 13 suspects à 25 km de Mourdja, à la suite des patrouilles de l'opération militaire. Le 29 décembre, 39 terroristes neutralisés par les FAMA dans la zone de Guiré. 15 éléments des FAMA ont perdu la vie. Le 30 décembre, 2 bases logistiques détruites dans la forêt du Garadougou, dans le nord-est. Le 3 janvier, interpellation de 4 chefs terroristes. Le 14 janvier, une opération conduite par la garde nationale a neutralisé 4 terroristes, 3 interpellés, des dizaines de motos récupérées. 16 janvier, 14 terroristes neutralisés, interpellation de 9 autres qui sont sous enquête aujourd'hui. Des pistolets, des AK-47, des fusils d'assaut, plusieurs genres, de plusieurs catégories récupérées. Du 17 au 22 janvier, dans la zone de Nara, 28 terroristes neutralisés, puis la libération et la remise aux populations de la pompe de Dialakoro, servant 21 000 hectares irrigables pour les populations. Dans la région de Sikasso, la zone sud, des reconnaissances offensives conduites par les forces armées de sécurité ont conduit à la frontière avec le Burkina Faso à la neutralisation de plusieurs terroristes, des véhicules illicites, 10 tonnes transportant du carburant, un camion de contrebande, des motos, des pistolets, 27 suspects terroristes neutralisés dans la zone. Du 1er au 3 février, une opération conduite par les forces armées de défense dans la zone de Nara a interpellé 16 terroristes, 3 véhicules saisis, des fusils d'assaut, 18 sacs de riz et de petits milles pour nourrir leurs combattants. Le 3 février, récupération par les patrouilles des FAMA d'un troupeau d'une centaine de bêtes qui issuent les populations. Ça, c'est seulement en un mois. La donne a changé complètement. La peur a changé de camp. C'est l'armée malienne aujourd'hui, pour paraphraser un homme politique français, qui terrorise les terroristes aujourd'hui. Il y a une polémique qui s'est installée entre nous et des partenaires à propos de la violation de notre espace aérien. Nous avons dit ici que les mesures prises par la CEDEAO sont illégales et illégitimes. Tellement illégales qu'ils n'ont même pas pris la précaution de réfléchir sur les mesures d'accompagnement. Vous avez vu hier un communiqué de notre gouvernement. La Banque centrale est mise en action, par qui on sait, mais ils n'ont même pas pris soin de notifier depuis un mois au gouvernement malien les décisions qu'ils ont prises. Pour dire que tout s'est fait dans la précipitation avec un seul objectif. On prend les sanctions le 9 et en une semaine, le gouvernement tombe. Une nouvelle équipe qui convient va revenir au pouvoir. Et la révision de l'accord de défense avec la France que nous avons demandé depuis des mois, on va déchirer et mettre à côté parce qu'il y a une nouvelle équipe qui fera leur affaire. Notre peuple a dit non le 14 janvier 2021. Lorsque la CEDEAO prend des sanctions pour interdire le vol de leur espace aérien, le gouvernement a pris les mesures de réciprocité. Et qu'est-ce que nous constatons? Le même jour, un avion militaire quitte un pays de la CEDEAO, pénètre sur notre territoire, et lorsque il a été dit qu'il n'est pas autorisé, il éteint son transpondeur. On continue à lui dire qu'il n'est pas autorisé, il coupe la radio. Ils vont atterrir sur une partie de notre territoire. Ils déposent on ne sait quoi. Ils retournent. Dans la zone interdite temporairement, pour permettre les opérations offensives de l'armée, d'envergure, pour la sécurité aérienne, l'armée de l'air a défini des nouvelles conditions. Il les a communiquées aux différents partenaires. La suspension des dérogations de survol et d'atterrissage de tous les acteurs du ciel malien.
en provenance ou à destination des pays membres de la CEDEAO. Cette annulation concernait toutes les dérogations, y compris celles ponctuelles. Qu'est-ce que nous constatons? Il y a des pays qui font fi de cela. Ils pénètrent dans la zone établie qui est interdite par des avions. Le centre de commandement opérationnel de coordination des opérations aériennes les informe. Malgré tout, ils restent insensibles. Et finalement, nous avons été obligés de faire des rappels à l'ordre clairs et précis. Ainsi, le 11 janvier, soit un jour après les sanctions de la CEDEAO, et la publication du mémorandum qui indique que l'espace aérien malien est fermé, je viens de vous dire qu'un avion militaire d'un pays non africain quitte un pays de la CEDEAO et vient sur notre territoire. Lorsque le contrôleur dit aux pilotes qu'ils n'ont pas le droit de survoler le territoire, il dit non, qu'ils sont en vol opérationnel. Le 18 janvier, entre 11h et 14h, un aéronef français de type A332, immatriculé FUJCG, indicatif CMM 1050, faisant le trajet Paris-Niamey, a tenté de pénétrer dans l'espace aérien avec un faux numéro d'autorisation, notamment le numéro 0107 ANAC-DG. Le centre de commandement des opérations alerté par les services de contrôle aérien pendant que l'avion se trouvait en territoire mauritanien à 30 minutes de l'espace aérien, a procédé à l'authentification du dit numéro. Il est ressorti que cette authentification suspensionnée a été officiellement délivrée la veille à un autre appareil français de Barkhane pour servir d'autorisation de survol. Ayant reçu ces informations, le contrôleur a notifié au pilote qu'il n'était pas en règle et par conséquent le survol du territoire malien lui était interdit. C'est ainsi que le pilote annonça au contrôleur qu'il était en possession d'un autre numéro d'autorisation permanent, numéro 221-225, qui malheureusement n'est ni délivré par le centre de commandement des opérations, ni par l'Agence nationale de la sécurité aérienne. En procédant à une vérification minutieuse de la fiche de demande d'autorisation de survol, on découvre qu'elle était contrefaite avec l'ajout d'une rubrique supplémentaire, alors que la fiche authentique n'en compte que 10, une rubrique de 10, de 11, alors que la rubrique supplémentaire n'en compte que 10. Le 18 janvier, les mêmes choses continuent. Un aéroport militaire, probablement pour le compte de Barkhane, effectue un vol non autorisé. Ce vol a été signalé au contrôleur via les services de contrôle compétents. Malgré que le pilote a été averti de ne pas atterrir pour faute d'autorisation, il poursuivit sa manœuvre pour atterrir à Gao. Le 18 janvier toujours, un aéronef exploité par Barkhane a été aperçu sur l'écran radar du Mali. Il se trouve qu'il est sans aucune coordination avec les systèmes de contrôle. Les services maliens de contrôle appellent alors Niamey d'où il vient pour en savoir plus sur Taro. Ces derniers répondent que l'aéronef a coupé son contact avec eux après le décollage. Il ne se passe point de jours sans que nous n'assistions à des scènes pareilles. Je peux continuer tous les jours. Le 20 janvier, le jour de la fête de l'armée, un avion immatriculé en provenant de Niamey à destination de Gao a survolé l'espace aérien malien sans autorisation. Après lui avoir notifié qu'il n'a pas d'autorisation de survol de l'espace aérien malien, il a rompu son contact avec les structures de contrôle et poursuivi son vol. Toujours le 20 janvier, deux aéronefs de Mirage, indicatif Comet 15 en provenance de Niamey et à destination de Gao, ont survolé l'espace aérien
en vol opérationnel sans autorisation. Après leur avoir notifié qu'ils n'avaient pas d'autorisation pour survoler l'espace aérien, ils coupèrent tout contact avec les structures de contrôle en poursuivant leur vol. 20 janvier toujours, vous voyez comme une provocation le jour de la fête de l'indépendance du Mali. Un aéronef A400 fait un vol opérationnel toujours en provenance de Gao et à destination de Gao. Il survole l'espace aérien malien sans autorisation. Le 20 janvier toujours, un aéronef toujours A400, FRBAJ, indicatif appel AERM S63, en provenance de Niamey à destination de Gao, effectue un vol militaire non autorisé sur notre territoire. Je peux continuer. Est-ce que vous êtes d'État souverain indépendant? Est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait accepté ça dans son pays? Voilà les choses qu'on nous dit d'accepter. Et c'est pourquoi il y a toute cette diatribe-là. Gouvernement illégitime, gente illégitime, l'injure à la bouche. Personne, je dis bien personne, ne peut nous déstabiliser. Notre peuple est un grand peuple. Le peuple de France, les peuples européens sont des peuples amis. Beaucoup de Français sont des amis du Mali, mais qui ne comprennent pas les jeux de leur gouvernement, en réalité. Nous ne confondons pas le peuple français et les dirigeants qui ont un autre agenda, qui ont leur propre projet, qui n'ont rien à voir souvent à ce qu'ils disent, même à leur opinion publique. Ils n'ont jamais dit à leur opinion publique, quand ils intervenaient en 2013, qu'ils allaient diviser le Mali pour créer un sanctuaire pour les terroristes. Ils n'ont jamais dit. On présente les soldats français qui meurent, personne ne nie. Tous les étrangers qui meurent sur notre territoire, nous serons toujours reconnaissants, à jamais. On nous dit qu'on est venu libérer le Mali. Pourquoi arriver au nord du Mali, la France a interdit à l'armée malienne d'occuper tous les territoires. Pourtant, le président français avait dit l'objectif de l'opération Serval, 3 objectifs: détruire le terrorisme, et restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire, appliquer les résolutions des Nations Unies. C'est ce qui a été dit à la face du monde. Mais l'opinion publique française, les Français, certains dont les enfants meurent, ne savent pas que c'est leur gouvernement qui a coupé le Mali en deux, créé un sanctuaire où les terroristes ont été s'allier et s'organiser pendant 2 ans pour revenir envahir notre pays. Ils ne disent pas ça à leur opinion publique. Ils jouent sur les sentiments. Des soldats français sont morts. Mais les Africains sont morts pour libérer la France. À la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Afrique qui était le lieu de repli de De Gaulle pour reconquérir la souveraineté de la France. C'est ici que les gens travaillent. C'est les Africains qui mouraient. Hollande l'a dit ici, qui payait une dette en 2013. Pourquoi on passe le temps à nous dire que les soldats français sont morts? Les Américains n'ont-ils pas libéré la France? L'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe? Pourtant, quand les Français ont décidé que ce n'est plus nécessaire, ils ont dit aux Américains de partir. Est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français? Il n'y a eu jamais eu de Russes sur le territoire. Les soldats africains qui ont été libérés de la France, certains ont demandé leur simple droit en 1945, on les a massacrés à Tcharoui. Donc il faut qu'on arrête de jouer sur les sentiments et nous faire la leçon. Personne ne peut faire la leçon au gouvernement malien, surtout pas des leçons de morale. Notre pays est profondément lié à la France par l'histoire. En dehors de la Côte d'Ivoire, c'est le pays où nous avons le plus grand contingent de Maliens. En dehors de la communauté algérienne, les Maliens sont les plus nombreux en France. Leur appui à notre économie, leur poids dans notre société, sur le plan économique, culturel, c'est plus important que l'aide de la France au Mali. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement responsable, avec les liens historiques, les liens stratégiques et militaires que nous avons, nous allons nous lever comme ça pour dire des choses qui leur permettent. Mais on ne peut pas nous vassaliser, on ne peut pas transformer le pays en esclave. Ça, c'est terminé.
Il n'y a pas de zone d'influence. En tout cas, le Mali ne fait pas partie de la zone d'influence d'un pays. On a partagé l'Afrique le 28 février 1985 en zone d'influence. Nous ne nous considérons pas que nous sommes dans la zone d'influence d'un pays. Nous sommes dans la zone d'influence du monde. Donc personne ne peut traiter les problèmes du Mali par procuration. Personne. Et lorsqu'on refuse ça, on nous insulte, on nous menace, on viole les règles. Comment vous voulez construire? Vous voulez rétablir le retour à l'ordre constitutionnel normal pour construire un état de droit en violation des règles qui ont institué la CEDEAO, qui ont institué l'UEMOA, qui ont institué les Nations Unies. Vous violez ces règles et vous dites que vous voulez ramener l'ordre constitutionnel normal. Ce n'est pas possible. Nous ne changerons contre rien la sécurité de notre pays et de nos populations. Ceux qui veulent nous aider, ils nous aident. Celui qui pose comme condition qu'il faut qu'on continue à tuer les Maliens qu'on accepte, je pense qu'il ne trouvera pas de terrain d'entente avec nous. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons aucun problème avec le peuple français, avec l'État français. Il y a des dirigeants qui ont leur propre agenda politique. Ils instrumentalisent l'opinion publique. Ils essaient, par faute de solidarité, d'avoir toute l'Europe avec eux. Pourquoi beaucoup de pays européens et américains ont refusé cette histoire de G5 Sahel et de Takuba? Parce qu'ils voient ce qui se cache derrière. Nous aussi, nous voyons, on a un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne, contrairement à ce qu'ils pensent. Nous savons ce qui se cache derrière ça. Takuba, vous savez, c'est pour diviser le Mali. C'est le sabre en Sorey et en Tamashek. Ce n'est pas un nom qui a été pris par hasard. Merci beaucoup.